Très content de l'avoir organisé. Voilà, tu l'as, on peut y aller. Tu vois, j'ai comblé, j'ai l'habitude de la télé. Voilà, alors merci Bernard qui a déjà tout raconté. Mais c'était ça. Ben oui. C'était du point de vue d'ADE. Moi j'ai le point de vue de l'autre côté, mais il est quasi en miroir parce que du coup, Marie-Laure m'a dit je vais te présenter l'association ADE avec Bernard Perrano, ils sont super engagés. Et voilà, tu vois, c'est exactement la même chose en miroir. Et donc, c'est ensemble que nous avons conçu cette idée un petit peu étrange et un petit peu longue, dont vous avez le titre ici, « Sensibilisation esthétique par la médiation artistique à la préservation de la biodiversité sous-marine » et sous-titré, donc « Répertoire précieux des formes, RPF », qui est devenu le nom du projet sur son premier volet, puisque je vais vous raconter comment c'est venu après avec Francesca, et qui va parler ensuite, expliquer cela, cette notion de répertoire précieux des formes. Donc au début, on était sur ça c'est l'idée générale, globale du projet, sur une sensibilisation esthétique, alors au sujet effectivement qui nous rassemble, c'est-à-dire un projet qui est étayé sur un état des lieux. Sur un état des lieux dont on vient de vous parler dans cette première table ronde, à savoir l'urgence de cette préservation, qui a été remarquablement présentée par Denis Allemand, avec ces alarmes que les scientifiques nous montrent, nous mettent en avant, ces alarmes qui sont vraiment fondées sur une recherche. Mais on l'écoute, on la comprend, on l'accepte. Mais ça passe, comme on disait quand j'étais petite, par une oreille et ça sort par l'autre. C'est-à-dire qu'on en a conscience, plus ou moins, mais bon, une conscience légère. Et puis on continue à vivre comme cela. Et puis tout va bien. Et puis advienne que pourra. Donc on s'est dit, peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour... Alors ADE fait déjà beaucoup dans ses actions et d'autres partenaires, comme le Mirazour dont on a parlé tout à l'heure, chacun à son niveau fait quelque chose. Mais on s'est dit... en donner cette sensibilisation autrement, donc par l'art, on y viendra tout à l'heure, donc cet état des lieux, et puis il est fondé aussi par le dynamisme alors d'ADE et du MICA, dynamisme de beaucoup d'autres partenaires qu'on rencontre au fur et à mesure, bien sûr, mais si je dis ADE et MICA, puisque c'était la base du projet, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Alors dynamisme comment ? Dynamisme chacun dans des chemins qui sont différents, puisque ADE travaillait beaucoup avec les scolaires, et nous on travaillait beaucoup avec des grands scolaires, puisque c'est l'université, donc des étudiants et puis des collègues de l'université, mais de plusieurs disciplines. Donc pas que d'art, comme le MICA est principalement avec beaucoup de chercheurs en sciences d'information et de la communication, et puis d'autres disciplines aussi. Donc de la pluridisciplinarité, des chercheurs. Alors pas des chercheurs en sciences dures, mais en sciences humaines de notre côté. Donc on a élargi aussi bien sûr le réseau et le travail avec d'autres chercheurs. Les autres chercheurs, on entendra... qu'on a entendu déjà ce matin et qu'on continuera d'entendre, voilà. Donc, dynamisme, mais chacun dans son chemin, vous voyez. Et donc, la rencontre, le troisième élément, donc l'état des lieux, nos chemins de travaux différents, et puis la rencontre que Bernard vous a dressée tout à l'heure, quelque chose d'assez rapide finalement, par l'intermédiaire donc d'une amie et collègue, Marie-Laure Desjardins, avec qui j'ai fondé il y a quelques années, c'est la 4e année, une revue. Elle qui est journaliste, moi qui suis donc chercheur en sciences de l'art et puis donc co-directrice du MICA et de l'axe de recherche ADS du MICA, etc. etc. Et donc cette rencontre a été rapide et puis on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? Et donc au début, on était un petit peu à se regarder un peu étrangement. On comprenait qu'il y avait quelque chose à faire, mais quoi et comment, puisqu'on était sur ces deux chemins. Et donc, on a très rapidement trouvé trois... tu me diras, ça c'est mon approche aussi, après tu me diras, non, j'ai pas tout à fait vu comme ça, mais
Je ne crois pas quand même, parce que j'ai vu dans vos programmes, il y avait noté aussi comme titre général de cette manifestation « Art et sciences ». Et donc là, j'ai marqué « Art, sciences, société », pour les raisons qu'on va décliner rapidement ensemble, puisque je suis là pour présenter cette première étape du projet. Art, sciences et société, c'est-à-dire un travail entre les arts et les sciences. Alors, on va expliquer pourquoi. Et puis, bien sûr, articuler avec... j'ai mis des S partout, parce qu'en fait, souvent on met arts et sciences, et puis finalement, il y a plusieurs arts. On va beaucoup parler des arts plastiques et arts numériques, peut-être ces 2 jours, mais art au pluriel. Hein, on ne va pas s'arrêter, je l'espère, à ce domaine-là. Sciences au pluriel, pour les raisons, déjà on a entendu archéologie, paléontologie, biologie, et puis il y a les sciences de l'art, et puis les sciences de l'information et de la communication, et puis philosophie un petit peu. On ne l'a pas dit, mais j'ai entendu le mot déjà 2-3 fois ce matin. Alors, donc les sciences, et puis pourquoi pas mettre un S aux sociétés? Est-ce que c'est notre société humaine, nos sociétés humaines? Est-ce qu'on est tous dans le même bain de cette humanité, ou est-ce que c'est les sociétés? Bon. Je ne crois pas qu'il y ait de sociologues aujourd'hui, il y en aura dans le projet, mais j'ai préféré mettre un S. Alors, cette idée du départ, c'était que ce qui, excuse-moi Bernard, manquait à ADE, c'est en toute humilité et en toute sympathie, c'était de se dire comment toucher ce qui, ça c'était le débat d'une de nos réunions, ce qui pouvait concerner des personnes, des adultes, pas des enfants, mais qui ne plongent pas. Parce que nous tous ici, on est tous plongeurs, ou l'avons été. Alors on est super emballés, on a envie de faire ce projet. Mais ceux qui n'ont jamais plongé, et j'ai fait un petit sondage cette semaine auprès d'un amphi d'étudiants d'une centaine de personnes, j'ai dit qui a plongé? Il y a une personne qui a levé le doigt. Alors, moi j'étais emballée, je leur parlais de notre projet, et puis je me suis dit, non, tout le monde ne plonge pas. Et comment les sensibiliser? Comment, quand on ne peut pas montrer des traces d'éléments, d'espèces disparues, d'autres périodes, comment, quand on ne peut pas montrer les dévastations de ce qui justement blanchit et meurt et disparaît, comment faire? Eh bien, on s'est dit, l'art peut-être a ce rôle à jouer, pour cette sensibilisation, sans passer par la conscience, sans passer par les mots, sans passer par les explications, vont transmettre ce que Denis Allemand, ce que Almudena nous a expliqué brillamment tout à l'heure. Comment le faire passer? Parce que là, on vous écoute, mais si on ne vous écoute pas, si on n'écoute pas l'enregistrement, si on n'est pas là, comment le transmettre? Et donc, bon, c'est peut-être un côté un peu optimiste, mais je pense que les artistes, enfin, je le pense puisqu'ils travaillent ainsi, seront peut-être d'accord avec cela, mais en tout cas, c'est notre pari. On s'est dit, l'art, donc, a ce rôle à jouer. Et ce rôle à jouer pour pouvoir transmettre quelque chose autrement, et justement sur un sujet qui nous importe et qui est grave et qui est important. Et puis, deuxièmement, ce projet, justement, veut s'articuler très fortement avec cet engagement sociétal. Un engagement artistique, certes, mais sociétal aussi. C'est-à-dire, comment allons-nous travailler pour, bien sûr, non seulement s'articuler au sujet, mais toucher aussi le public. Donc, il y a des actions de médiation et de médiatisation, ce qu'on a mis un petit peu plus bas. Ce sera l'objet d'une table ronde de demain. Donc, on s'est dit aussi, il faut bien penser à cela, ne pas rester dans notre bulle entre connaisseurs de l'art et esthètes et ceux qui apprécient déjà ou qui connaissent, ou nos amis, mais comment réussir à toucher et à concerner donc un public plus large, avec peut-être des actions participatives. Alors, ce n'est pas aujourd'hui, mais ce sera demain. Alors, pas demain au sens littéral, mais dans la suite du projet. On y tient beaucoup. On voudrait justement élargir cela en toute sympathie, bien sûr. Et puis, en analysant, justement, parce que ça, on reprend notre casquette de chercheur, vous voyez, la casquette des plongeurs, la casquette des chercheurs, la casquette des optimistes, la casquette de ceux qui s'inquiètent, et puis la casquette donc de ceux qui vont travailler sur une analyse donc des moyens pour pouvoir œuvrer concrètement
Et aussi, effectivement, moi, ce que j'ai bien aimé dans une des diapositives tout à l'heure, c'est dire un des bénéfices, finalement, c'est aussi un bénéfice esthétique de ce rapport de l'humain aux océans, aux mers et aux océans. Et effectivement, ce bénéfice esthétique, on va essayer de le retrouver autrement pour nous tous sensibiliser. Mais comment? Alors, cette analyse des moyens, c'est l'objet de nos recherches suivant les différentes casquettes des chercheurs. Donc, médiatisation, médiation. Et puis, le travail artistique va devoir... Alors ça, c'est l'autre grand... Finalement, ce qui est très important... bon, tout est important, mais peut-être la première et la dernière flèche, en ce qui concerne l'art, c'est que ce travail artistique sera étayé par les apports de la science. Hein. Donc là, j'ai un peu listé, mais j'ai mis 3 petits points. Je sais que les 3 petits points ne se mettent pas trop comme ça, mais j'aime pas trop les etc. Donc, sur différentes sciences, sciences, donc paléontologie, sciences de l'art, sciences de l'information et de la communication, géographie, biologie, archéologie, 3 petits points. Et excusez-moi si j'en oublie, mais j'en oublie forcément. Ils sont dans les 3 petits points. Et donc, pourquoi étayer ce travail artistique sur la science? Parce qu'on parle beaucoup de l'art comme un domaine des imaginaires, et c'est merveilleux, et l'art nous fait nous évader, divertir, etc. Très bien. Mais en fait, aujourd'hui, il faut se fonder sur des choses qui existent, et c'est ça qu'on veut transmettre. C'est pas incompatible. C'est pas incompatible depuis, en art, au moins les années 70, au moins, sinon on peut remonter même plus haut. C'est-à-dire un art qui peut s'articuler avec des, entre guillemets, alors pas messages ou des causes ou des valeurs importantes à transmettre. Reste de l'art, parce que l'art a changé un petit peu de forme, de méthode, et ça reste, c'est nos nouvelles formes artistiques aujourd'hui. Donc c'est complètement possible. Et de s'appuyer sur des données concrètes, réelles, c'est-à-dire ces imaginaires, certes, mais si on veut toucher, c'est pas juste pour distraire et vous dire, voyez, c'est gentil, puis on oublie. On n'oubliera pas. Là, il y a quelque chose à faire. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu travailler depuis très vite, en fait. De toute façon, tout est allé très vite, mais depuis les premières réunions, nous avons voulu travailler de concert avec des sciences dures et des artistes. Nous avons mis en relation des artistes. En fait, non, c'est pas la bonne diapo. Je parle entre les 2 diapos là, mais comme j'ai pas fait une diapo entre les 2, vous voyez. Donc, nous nous sommes dit, il faut mettre absolument en relation directe des artistes et des scientifiques de paléontologie, archéologie, biologie, etc. D'où nous avons un représentant éminent ici avec Laurent, qui est l'animateur de cette table ronde, mais qui interviendra tout à l'heure, un peu plus tard cet après-midi. Donc, vous allez avoir donc cet exemple concret, effectivement, de... Ah non, c'est toi qui es animateur, et... Non, attends, je sais plus, je suis perdue. Non, on a la présentation, je mélange les tables rondes. On peut effacer la dernière phrase? Et donc, mettre en relation les artistes et les scientifiques, pourquoi? Eh bien, parce que les scientifiques apportent des éléments concrets, des vraies données, et inspirent les artistes qui, finalement, s'imprègnent de cela pour transmettre autre chose, voyez? Donc, c'est un vrai étayage. Étayage, ça veut dire s'appuyer sur et à partir de cela, voyez? C'est vraiment le support. Et ces discussions qui ont été menées, et donc justement on aura cet exemple avec une discussion entre Francesca et Caruana et Laurent Londex tout à l'heure, eh bien permet donc de passer à une étape suivante, supérieure, on va dire, du projet, à savoir des réalisations artistiques. D'accord? Et aujourd'hui, nous sommes dans l'étape 1, en fait, jusqu'à présent c'était de la préparation, donc l'étape 1 de notre projet, c'est ce forum. Et ce forum, c'est vraiment du direct, c'est-à-dire on n'a pas répété, on ne triche pas, c'est vraiment le moment où eh bien, les chercheurs se rencontrent vraiment physiquement et vont vraiment discuter en vrai de ce qu'ils ont travaillé. Pour de vrai, hein? Oui, mais vous avez commencé il y a 2 minutes, vous voyez, et voilà. Jusqu'à maintenant, on s'était
rencontrer, travailler chacun de son côté, rencontrer en réunion, mais on n'a pas vraiment mis en chantier toutes nos recherches qui ont été travaillées depuis juillet. C'est pourquoi, là, j'ai mis en beau titre bleu une philosophie, suivre les créations et les accompagner. Ça veut dire qu'en fonction de ce qui va être travaillé ces 2 jours, nous allons restructurer le projet et suivre ce qu'auront ouvert comme voie les artistes. Nous en avons plusieurs dans ces 2 jours d'artistes invités. Donc, il y a bien sûr Francesca Caruana qui intervient en premier. Je vous explique dans 2 secondes pourquoi RPF, mais ce sera repris largement tout à l'heure. Donc, Francesca Caruana, dans quelques secondes. Et puis, il y a Stéphanie Sago, qui interviendra donc en milieu d'après-midi. Il y a Alexandra Boucherifi, également, qui interviendra donc en fin d'après-midi. Il y a également, par la voix d'Alexander Bourenkov, il y a Olga Kisleva, le travail d'Olga Kisleva qui sera présenté. Donc voilà, on a plusieurs artistes qui ont travaillé ces derniers mois. Et puis demain, nous avons aussi une association, avec la présidente de l'association, qui travaille aussi beaucoup, d'Alexander Chavchuk, si je prononce mal, vous m'excuserez pour l'accent, qui travaille déjà beaucoup avec les arts. Donc l'art est très présent et ce travail en chantier, finalement, va permettre d'ouvrir quelques pistes. Et une des premières pistes que nous avons ouvertes, c'est avec donc Francesca Caruana et nos réunions. Et c'est le titre que vous voyez de temps en temps, RPF, le répertoire précieux des formes. Alors, pourquoi? Eh bien, parce qu'il fallait ouvrir une piste. Vous voyez, il fallait ouvrir une piste plus claire de recherche. Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule. Les artistes vont trouver d'autres choses. Mais Francesca a ouvert cette piste-là, à savoir, eh bien, ces espèces disparues laissent des traces, des formes, et c'est ces formes qui peuvent nous intéresser. Et c'est là où on s'est tourné vers la paléontologie et le premier travail. C'est pour ça que c'est la première présentation que vous avez aujourd'hui. Donc, et c'est le sous-titre de cette première étape. Ça ne veut pas dire que tout le monde va travailler exactement comme Francesca. D'autres artistes vont travailler différemment de Francesca et on ouvrira d'autres pistes, mais on ne les connaît pas. On ne les connaît pas, ces pistes. Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que nous allons suivre les créations, nous allons suivre les artistes, tout en gardant avec nous nos chercheurs de sciences dures dont on a absolument besoin pour ne pas divaguer, pour rester dans la vague, d'accord ? On peut divaguer, mais il faut rester dans la vague. Enfin, d'accord ? On ne veut pas surfer sur la vague, attention. Mais on veut rester dans la vague, faire attention au plastique dans la vague. Donc, c'est pourquoi il s'agit peut-être dans cette philosophie plutôt de partage et d'ouverture. C'est ce que nous souhaitons, hein, c'est ce que nous avons mis en place et j'espère qu'on continuera ainsi. Alors, pour terminer cette présentation, j'espère que je ne suis pas trop longue, juste expliquer juste comment on a fonctionné. Voilà. On a eu en projet initial quelques étapes. Donc une équipe qui s'est formée. Alors cette équipe, elle compte une trentaine de personnes en vérité. Bon là, du MICA, on est 5 plus 1 plus 2, on est 7 à être venus, voilà, à Menton. On ne pouvait pas venir tous à Menton, hein, c'est un petit peu loin. Bon, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées. Les premières pistes de travail développées autour du répertoire précieux des formes, nous avons donc monté le projet. Hein, ce projet, comme je vous le disais tout à l'heure, a été monté partenariat MICA ADE, avec donc le soutien de l'Université Bordeaux-Montaigne, que nous remercions, et puis des concertations et des partenariats dont a parlé Bernard Perrano tout à l'heure, différents partenariats qui continuent à se monter, c'est-à-dire que de part et d'autre, autour de nous, il y a différentes structures qui sont intéressées, mais là aussi, on avance ensemble. Donc on ne thésaurise pas, on ne structure pas en amont, mais on marche, et dans cette marche, on fait des étapes. Donc la première étant aujourd'hui et demain. Et puis la deuxième, alors il y a déjà une
une étape qui était en même temps qu'aujourd'hui, donc premier pas d'exposition avec les scolaires qu'a présenté Bernard. Mais nous avons dans l'idée une idée active, hein, une idée, on commence à ouvrir les choses, de réaliser des expositions. Alors, dans plusieurs lieux, il y a déjà des lieux certainement autour de Menton, des lieux sur le littoral atlantique, des lieux d'exposition, avec aussi une rencontre-retour finalement autour de Bordeaux, du bassin d'Arcachon. Bon, on est en train de chercher un lieu. Et puis, bien sûr, dans les étapes immédiates. Alors, cette étape-là dont je vous parle, c'est fin 2024, début 2025, hein, simplement. Et puis les publications donc, qui sont déjà ouvertes, donc Art Hebdo Média, Bernard a cité tout à l'heure Marie-Laure Desjardins. Ça, c'est pour le côté de la présentation, de la vulgarisation, comme on dit chez nous, c'est-à-dire présentation pour tous, pour toutes et tous de ces événements. Et puis, du côté des publications scientifiques, donc dans la revue Art, Sciences et Technologies, Actualité scientifique de l'art, donc que nous avons créé avec Marie-Laure il y a donc 4 ans, donc quelques textes scientifiques et un lien entre les deux, parce que c'est très important aussi. On ne va pas cloisonner les choses, donc on va renvoyer d'une revue au magazine et du magazine à la revue, avec peut-être, je l'espère, des liens un peu plus précis à l'intérieur des articles. Ça, ce serait une super idée. Il faut faire www.astasa.org. Voilà. Donc, et puis, la suite, eh bien sûr, c'est d'être présent pour le Congrès mondial de la protection des océans en juin 2025 Nice. Et puis, réseau élargi le long du littoral atlantique et une ouverture à l'international. Mais nous sommes prudents. Nous n'allons pas aller trop vite, tout va trop vite, comme on l'a dit tout à l'heure. Très bien, tout va trop vite. Donc nous allons pas à pas, et je l'espère ensemble. Voilà, donc merci et place à la suite. Oui. Alors avant de passer la parole à Francesca, je vais juste dire en 5 minutes ce qu'est ADE Méditerranée. Comme ça, vous allez voir pourquoi on est arrivé dans ce magnifique projet. ADE Méditerranée est parti de plongeurs que nous sommes. Valérie fait partie de cette aventure depuis le premier jour. Nous sommes les premiers témoins de ce qui se passe au fond de l'eau. Nous sommes ici les premiers observateurs de ce dérèglement climatique, de la pollution, de tout ce qui se passe. Et on s'est dit que plonger pour plonger, on savait faire, on fait ça depuis des années. Nous, on voulait apporter une plongée utile à l'humanité, utile à la sensibilisation. Et donc, on est parti avec ADE sur 3 axes. Le premier axe, c'est la sensibilisation des jeunes. On est rentré dans les écoles. On a ouvert des aires marines éducatives. Ici, sur Menton, on a 2 aires marines éducatives. Sur le bassin mentonais, on a l'aire marine éducative Baie du Soleil à Roquebrune-Camartin. On a l'aire marine éducative de Menton. Et en tout, aujourd'hui, et on voit comment on développe ça, parce que tout le monde est en train de se raccrocher à cette action. On a sur le bassin mentonais environ 2000 élèves qui sont engagés aujourd'hui dans le cadre de la protection des mers et des océans. Et le témoignage, vous l'avez juste là devant vous, hein, avec ce travail qu'ils font. Hein. Ça, ce sont des CM2, il y a des CM1, là-bas, il y a même la petite enfance du CCAS, un magnifique travail. On n'aurait pas pu tout mettre. Hein. On a organisé, il y a quelques jours de cela, un débat public sur la mer, unique, puisque c'est la première fois que le débat public sur la mer entendait des jeunes. On a refusé du monde dans la salle. Donc, voilà, on a cet engagement-là. C'est un programme pédagogique, éducatif, qui marche à merveille. Et alors, on s'y attendait pas. Tous les enfants veulent aller à la plongée. Et donc, on est en train de les former, session par session, à la plongée biodiversité. Et on remercie la commune de nous aider là-dessus. Et voilà, donc on a plein de jeunes qui s'engagent. Et je trouve que le message, il est fort aujourd'hui de leur part. Et si vous regardez les messages qu'il y a sur les panneaux, là, vous allez vite comprendre qu'ils attendent et on a un devoir vis-à-vis d'eux.
Voilà, le deuxième axe qu'on a voulu développer, c'est, Denis tout à l'heure en parlait, ne pas détruire, ça c'est important, mais surtout répondre aussi à ce que dit aujourd'hui le GIEC, l'ONU, l'Europe, etc. et tout, réparer. Donc c'est l'axe que nous développons aujourd'hui sur Menton, c'est-à-dire le pôle corail-posidonie, replantation du corail, replantation de la posidonie. C'est un travail qu'on a engagé. Et puis le troisième qui est venu, alors deux axes qui sont arrivés comme ça. Hein. Le premier axe, c'est sur l'art. L'art est arrivé dans un premier temps avec une association de Monaco, hein, la fondation Savchnouk, qui travaille sur un projet, je vous montrerai tout à l'heure le film, avec la caséine, la molécule du lait. Et ils nous ont demandé de voir le comportement de la caséine sous l'eau. Donc on a plongé, on a regardé ce qui se passait. On a même été un peu étonné et effrayé de voir tous les poissons arriver manger cette caséine. Bon voilà, on s'est adressé vite à des spécialistes en disant, oula, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on risque de pas faire une bêtise? Non, voilà, on peut y aller. Et ça marche super bien puisque ce projet de ce film qu'ils ont réalisé a été exposé à la Biennale de Venise. Il tourne partout actuellement. Voilà, c'est quelque chose de sympa. Et puis est arrivé aussi la partie donc avec le MICA de Bordeaux. On a dit ok, on y va. Et la dernière chose qui nous est arrivée, alors ça c'est la faute d'Almudena, hein, voilà, parce qu'un jour elle nous a convaincus qu'il fallait aller faire un tour du côté des grottes de Grimaldi. Donc on y est allé d'abord nous pour aller voir la biodiversité, parce qu'on a un projet d'implantation ici sur Menton d'une AMP haute, c'est-à-dire une aire marine protégée haute, et donc on voulait voir la différence entre les deux côtés franco-italiens, hein. Et donc en plongeant, on a découvert les 5 grottes, qui aujourd'hui, on s'est retrouvé à Gênes il y a quelques jours avec la surintendance, le ministère de la culture italienne. Les Italiens sont à fond là-dessus, nous soutiennent à fond. Voilà, ils veulent qu'on développe beaucoup de choses. Et ça a découlé aussi sur... Moi, je suis très content sur un partenariat entre l'Italie avec un projet qu'on est en train de monter entre les deux musées italiens et français sur un réseau numérique virtuel. Voilà, on travaille là-dessus avec toutes les possibilités de financement. Alors, on a une chance ici. Hein, on a 3 possibilités. On a LIFE européen, on a Alcotra, Interreg, Maritimo. On est ancré là-dedans. Et puis, voilà, comme on a tout compris le système, on peut aussi amener nos copains monégasques parce que voilà, on a de super relations avec le centre scientifique de Monaco. Voilà, et donc ADE est engagé là-dedans et c'est tout naturellement qu'on est arrivé à créer. Alors, honnêtement, je le dis, hein, moi, l'art, c'est pas mon domaine. Voilà. La science, je connais voilà, un peu. Hein, et souvent, je questionne les sachants, hein, donc pour qui m'éclairent. Et puis voilà, Francesca, dans toute cette discussion, à un moment donné, elle nous a dit, voilà, si on partait sur le répertoire précieux des formes. Tu as un diapo, je crois, hein? Déjà, je vais dire merci à Bernard et Cécile pour l'organisation de ce forum. J'étais très touchée en arrivant, en fait, en voyant ce calicot, il y avait répertoire précieux des formes, parce que c'était une origine dont j'ai la maternité, on va dire, juste sur les mots. Parce qu'en fait, c'est venu d'une façon très spontanée, hein, au cours de nos premières discussions. Il y a très longtemps que je travaille sur la question de l'eau, et je vais en parler rapidement. Mais d'abord, je voulais justifier les 3 termes. Le terme de répertoire ne fait pas tellement référence à la forme d'un listing. C'est plutôt au sens théâtral, hein, le répertoire, c'est-à-dire on a à disposition un certain nombre de choses pour leur rareté ou pour le fait qu'elles puissent avoir disparu carrément. Et ça va être à l'origine, dans le suivi du projet, de plusieurs applications, dont je parlerai après. Précieux, c'est précisément parce que sur ces applications-là, il va y avoir une concentration de notre attention sur le fait que, pour la sensibilisation, on puisse, à un moment ou à un autre, se référer à des formes rares ou disparues,
comme si c'était nos ancêtres. Je m'en expliquerai. Et ensuite, l'artialisation du paysage, donc pour les formes, c'est-à-dire une sorte de base de données qui nous est donnée par les scientifiques sur la rareté ou sur la disparition. On ne va pas les inventer, ces formes, on pourra les interpréter, mais pas les inventer. Et c'est parti comme ça. Et même si ça ressemble un peu à une forme de parti politique, RPF, c'était un peu rigolo, mais bon, répertoire précieux, je crois que c'est le plus important, le terme précieux. Alors je vais commencer par une note sinistrement optimiste que j'ai trouvée chez Lamarck, donc ça date pas d'hier. Je vais vous lire ça parce que c'est assez marrant. Je l'ai sorti de la philosophie zoologique, et ça date de 1809. Il dit « Les animaux aquatiques, et tout spécialement les animaux marins, sont protégés de la destruction de leur espèce par l'homme. Leur multiplication est tellement rapide et leurs moyens d'échapper à la poursuite ou au piège sont si grands qu'il est invraisemblable que l'homme soit capable d'exterminer complètement l'une quelconque de ces espèces. » Et alors on peut voir que 2 siècles après, cette chose est obsolète. Parce qu'en fait, les générations du XXe siècle, elles ont souvent pris, enfin depuis toujours même, la mer soit comme source de plaisir, soit petit à petit comme déversoir. C'est-à-dire qu'en fait, avec l'insouciance, on se débarrasse de tout ce qui nous gêne. Et donc, il s'agit pour nous, non pas de saupoudrer des actions de rustine, mais d'avoir une attitude un petit peu drastique, mais avec beaucoup de sensibilité, pour essayer de protéger notre paysage. Donc, ça va passer par une mise en valeur artistique et la création d'un environnement iconographique d'appel. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir de ces formes-là, et là, je suis obligée de compléter par quelque chose. Bon, je suis artiste, évidemment, avant tout, mais j'ai été aussi maître de conférences en sémiotique de l'art. Et avec cette aptitude, si vous voulez, j'avais créé un master qui s'appelait, en 2015, à l'Université de Perpignan, Artialisation du paysage. Artialisation du paysage, c'était déjà un projet très fort sur le plan pédagogique, puisqu'on travaillait aussi avec tout le département océanographique de l'université et les archéologues sous-marins. Donc ça, c'était formidable. Mais voilà, l'idée était de travailler sur l'estran, c'est-à-dire cette limite terre-mer, enfin que j'étendais un peu plus aussi au territoire, et qui était de travailler sur cette limite-là, et donc sur la biodiversité concernant cette limite. Pourquoi ? Parce que c'est celle où l'homme se comporte le plus en prédateur. Alors, pour ça, et ça c'est sur le plan artistique, esthétique, je suis toujours très tracassée par la ligne d'horizon. Pourquoi ? Parce que la ligne d'horizon est une ligne de séparation entre la mer, enfin l'eau, le ciel et l'air. C'est-à-dire 3 éléments, on va dire que ça fait partie des éléments naturels. Et puis si on cherche le 4e, le feu, c'est une complète invention de l'homme. Et ça me plaît beaucoup parce que ça accentue le... Enfin, vous comprenez que c'est une raillerie de ma part, ça accentue le côté prédation de l'homme. Et à ce titre-là, justement, pour ne pas prendre le côté catastrophique, je vais sortir dans quelque temps un petit livre sur les... Enfin, juste on va dire un gros fascicule sur les 4 éléments. Et le feu, je ne vais pas le prendre comme une invention destructrice, c'est juste le feu. Lorsqu'on met le feu au café, c'est une tradition catalane, on met le feu au café avec du rhum, ça s'appelle un crémat, c'est absolument délicieux. Le feu, il sera que sous cet aspect-là. Donc ça rejoint le monsieur qui intervenait tout à l'heure, là, restaurateur. Ça fait un lien. Alors donc, pour revenir à cette ligne d'horizon, c'est donc, vous imaginez que symboliquement, ce sont des axes, évidemment, à partir desquels
J'imaginais sensibiliser le public par l'art en produisant des signalétiques, mais on en reparlera tout à l'heure, ou cet après-midi plutôt, parce que la signalétique est une conséquence très tardive dans le projet. L'idée est que les dispositifs artistiques aient une vocation pédagogique, éducative et de sensibilisation pour le public. Alors, pour ça, évidemment, on sait tous que, évidemment, 100 espèces disparaissent chaque jour. On estime aussi que les extinctions, ce n'est pas moi qui l'invente, hein, le rythme des extinctions, ça a été dit tout à l'heure magnifiquement par M. Allemand, il est aujourd'hui 100 à 1000 fois, plus rapide que le taux naturel, c'est-à-dire quand on parle du taux naturel, c'est le taux naturel qui était indiqué par Darwin, hein, avec la sélection, mais bon, ce n'est plus seulement le cas. Donc, dans la proposition de ce répertoire précieux des formes, on sait qu'il y a toutes sortes de strates, hein, les espèces qui sont éteintes, les espèces qui sont éteintes dans la nature, celles qui sont menacées, celles qui sont en situation normale et les insuffisamment documentées. Et avec ça, on sait si on passe de disparu à rare. Alors cette première... J'avais posé la question, je me souviens, à Almudena dans les toutes premières conversations qu'on avait en visio, hein, puisque c'est aujourd'hui la première fois qu'on se rencontre, comme Bernard l'a dit. C'est magnifique, mais quand on s'est parlé, la première question pour essayer de trouver une forme disparue, j'avais demandé à Almudena, mais est-ce qu'il y a... si on imagine le nautile, par exemple, parce que j'avais découvert le nautile en travaillant en Nouvelle-Calédonie, où je suis allée de nombreuses fois pour travailler avec les artistes kanaks. Évidemment, je m'intéressais aussi à la faune et à la flore, enfin avec ce qu'il y avait sur place. Et là-bas, il y a des nautiles, il y a des bénitiers, il y a des choses absolument magnifiques. Et je lui ai dit, est-ce que le nautile existait en Méditerranée ? Et il s'avère que le nautile n'existait pas en Méditerranée, mais je me disais, si il avait existé. Et c'est grâce à ceci que j'ai formé l'idée du répertoire précieux, parce que justement c'est une forme de spirale et tout est parti de là, c'est-à-dire qu'en fait dans ce répertoire c'est un répertoire de structure, c'est-à-dire que au travers de tout ce que nous donnent les scientifiques, on trouve des structures de spirales, d'épines. Alors les ursidés nous donnent justement ces formes très longues, enfin c'est absolument magnifique, les arêtes, les tentacules, enfin toutes ces formes à partir desquelles on peut délirer. Alors, je vous disais que je travaille depuis très longtemps sur ce thème-là, depuis 1993 en fait, où j'avais créé un spectacle à partir des bruits d'eau. Et les bruits d'eau, c'était juste l'eau qui gouttait dans mon atelier, parce que j'avais le robinet qui fuyait. Et comme mon diluant, c'est de l'eau, parce que je travaille à l'acrylique, ça m'agaçait, mais modérément. Je me disais, mais d'où vient cette eau ? D'où vient cette eau ? Et j'ai commencé à remonter mentalement le trajet de cette goutte en me disant, mais... elle vient des rivières, elle vient des montagnes, elle vient des glaciers, elle vient de la mer, je ne sais pas d'où elle vient. J'ai commencé à faire des photos partout, des enregistrements avec un ami qui travaillait à Radio France, qui était preneur de son. Et j'ai appelé ce spectacle qui a été fait uniquement de photos de peinture. Il n'y avait pas de moyens à l'époque, il n'y avait pas de numérisation, rien. Donc on a mis des photos sur bande vidéo, et la bande vidéo, on la faisait bouger presque manuellement et on l'enregistrait. Et il y avait des photos de ça. Et après, on a enregistré ces sons d'eau, d'orage, de rivières, de ruisseaux, enfin toute l'eau sous toutes ses formes, c'était trop beau. Et ces sons-là ont été échantillonnés. Et puis on a commencé à jouer avec ça. Moi, je ne suis pas du tout musicienne, mais enfin, le directeur du conservatoire m'a programmé dans un festival qui s'appelle Aujourd'hui Musique, et où là, le spectacle, je l'ai appelé Full Up, et c'était Full Up. Ça veut dire rempli en anglais, et ça allait très bien. Il paraît que je ne peux pas faire marcher
le son, parce que je ne l'ai pas enregistré. Mais peut-être que oui. Attends, je vois une chose magnifique là. Est-ce que je vois ça? Si, j'ai vu, vous l'avez vu, ce truc, comment j'ai fait? Là, ça, là. Si j'arrive à appuyer là, comment on fait pour appuyer là? Non, ça ne marchera pas. Non, attends. Je crois que ton fichier, tu ne l'as pas enregistré là. Non, il n'y est pas. Je te l'ai dit hier, tu ne l'as pas enregistré. Oui, mais comme je voyais la bande... Bon. On est sec, on est à sec. Je vais très très vite passer sur des quantités juste pour insister sur le fait que l'eau m'a toujours préoccupée. Ça ne m'a plus quitté depuis 1993. Et voilà. J'ai travaillé sur les mythes en Calédonie. Donc ça, c'était une exposition que j'avais faite au centre Jean-Marie Djibaou, à partir de pratiques très indigènes, sur le tressage, sur le mythe qui est totalement lié à l'eau. C'est les déesses qui ont fait tomber une dent sur la terre et ça a séparé l'eau et la terre. Enfin, voilà, je vais travailler là-dessus. Donc ça, je le fais très rapidement. Après, en 2012, j'ai travaillé, ou en 2007, non, je ne me rappelle plus, je ne sais pas, c'était à Aubé, c'était dans la ville de Claude Viala, où j'avais fait des interventions sur le lavoir avec des radiographies humaines qui flottaient et des os en suspension. C'était une vision un petit peu critique. Au musée de Collioure, je travaillais en 2007-2008 sur le corail, épissure, les cordages et garum, qui est en fait une espèce de suc à partir d'anchois dont se nourrissaient et les poissons et les pêcheurs. Et c'était des installations qui étaient directement sur le mur avec un filet de pêcheur que je redessinais, mais qui m'avait été prêté par le dernier pêcheur de Collioure, qui est mort juste l'année dernière, qui était un monsieur qui avait qui avait 100 ans, qui était fabuleux, un petit bonhomme extraordinaire, et qui fabriquait des barques catalanes parce qu'il ne pêchait plus, parce qu'il était âgé, mais il fabriquait toujours des barques, des réductions de barques, c'était très très beau. Donc voilà, et alors, c'était là-dessus que je voulais insister, parce que comme je collectionne les os, j'avais reconstitué un poisson. J'aurai l'occasion de montrer ça un peu mieux cet après-midi, mais je voulais juste montrer cette filiation, je détaillerai plus tard. Et là, c'était les mondes à l'envers, c'est-à-dire que là aussi, toujours en vision critique, c'était une suspension en l'air de tout ce qu'on peut trouver dans cette limite de l'estran, c'est-à-dire des oiseaux, des poissons, où il y a des choses suspendues qui sont inversées, et par terre, il y avait un gros tas de sel de mer. Voilà. Ensuite, j'ai été artiste invitée du Congrès mondial de l'eau en 2009. Je vais vite passer juste pour arriver à cette action qui était en fait une coloration des fontaines de Montpellier. Les fontaines de Montpellier, je voulais les colorer en rouge, de façon à avoir une action violente, entre guillemets, mais je me suis heurtée à un truc invraisemblable, c'est que le public est venu se plaindre immédiatement, parce que je travaillais évidemment pendant 6 mois avec tout le personnel de la ville qui m'amenait dans les bâches, c'est-à-dire ces parties souterraines des fontaines, et c'est formidable à voir. Et donc, pour colorer les fontaines, eh bien, il a fallu que les services municipaux nous suivent, parce que immédiatement après avoir coloré les fontaines, lorsqu'elles étaient en rouge et qu'on faisait les essais avec des colorants alimentaires et tout, enfin, on a cherché ça pendant 6 mois, les gens venaient se plaindre dès le lendemain que les chiens qui avaient bu de l'eau avaient été malades et que donc il n'était pas question de les colorer en rouge. Tout ça parce que ça les choquait. J'avais trouvé ça très intéressant. Bon, on a beaucoup glosé là-dessus à ce moment-là. Et donc finalement, pour l'action du jour, j'avais fait en bleu pétard ou en bleu. Bon, les photos ne rendent pas beaucoup, mais c'était soit très turquoise comme c'est là, soit un bleu très intense. Voilà.
Après, quelques années plus tard, j'ai été invitée au Forum mondial de l'eau. Alors, on nous a montré les temps de taux ce matin, qui pouvaient être... à ce moment-là, ça a été pris, parce que quand j'ai été sélectionnée pour ce Forum mondial de l'eau, c'est quelque chose qui se passait à Marseille, et c'était juste un pont que le Forum faisait, parce que les temps de taux étaient pris comme... zone exemplaire, justement à cause de la biodiversité. Donc c'était très intéressant ce qui était dit ce matin à propos des espèces endémiques qui avaient disparu. Et là, au Centre régional d'art contemporain, j'avais encore fait une intervention critique qui était que pendant plusieurs semaines, j'ai demandé à tous les amis de garder les bouteilles de plastique pour essayer de faire comme un chargement de cargo. Et j'ai installé cet énorme volume fait avec des bouteilles qui était installé dans le centre d'art. Et j'ai fait aussi une grande sinusoïde comme une vague. Alors, on parlait d'Hokusai ce matin. C'est une contribution modeste et microscopique, mais c'était une vague qui était faite avec les bouteilles de plastique qui sont de toutes les couleurs. Et puis, il y avait ce Bye Bye Robinson que j'ai installé avec les pêcheurs de Sète qui ont été vraiment adorables, extraordinaires avec moi parce qu'on a failli tomber de la barque pour installer ce radeau et tout le matériel qu'il y avait dessus. Et c'était le Bye Bye Robinson, c'était ce petit côté robinsonnade et idyllique qu'on risque de ne plus voir. Il y avait aussi une installation de bouées, etc. Il y avait aussi, parce que j'avais 5 lieux d'exposition à ce moment-là, et dans un lieu qui est devenu un lieu d'art contemporain qui s'appelle la Chapelle Haute à Sète, ce que vous voyez au fond, ce sont des colonnes sur lesquelles j'avais installé des aquariums qui allaient de l'eau la plus sale sur votre gauche jusqu'à de l'eau propre, et ensuite c'était de l'eau de mer jusqu'à l'eau la plus intense, c'est-à-dire des profondeurs. Et puis ça, c'était fait avec des eaux, des rostres, enfin toutes sortes de... Voilà. Et puis là, après, en 2015, c'était une installation que j'ai faite à Cerbère sur des grands canicots où j'ai mis l'horizon de la mer verticale, c'est-à-dire l'océan vertical, comme je l'ai intitulé, toujours avec cette idée que par rapport à ce que nous voyons, notre environnement, qu'on voit toujours comme ça, et sur lequel on jette tout comme, de façon très spontanée, en fait, si on l'imagine comme ça, on n'a plus du tout le même réflexe. Et voilà, donc là c'était des chutes d'eau. Il faut dire aussi que le point de démarrage, enfin moi je le ramène toujours à mes petites préoccupations, mais le point de démarrage était une œuvre de Marcel Duchamp qui s'appelle Étant donné et qui parle du point de vue. Donc là évidemment c'était une inversion de point de vue et qui aboutissait aussi par un trou de serrure où il y avait une porte. Ça se passait à Cerbère et donc il y avait une porte. La municipalité nous avait donné la possibilité d'investir l'intérieur, c'est-à-dire le derrière la porte, l'autre regard. Là aussi, c'était vertical, horizontal, mais c'était aussi les deux côtés, avant et arrière. Donc, en regardant par le trou de la serrure, on voyait ça, c'est-à-dire un monde inversé, où l'eau se situait dans un bocal au plafond. Et c'était pour jouer aussi sur ces différences de point de vue qu'il y a dans l'œuvre de Marcel Duchamp, Étant donné. Là, je passe vite parce que c'était une expo dans une galerie qui s'appelait Bois Migrant, où il y avait en même temps la préoccupation des nouvelles politiques de l'époque, où il y avait tous ces bateaux, enfin toutes ces migrations et ces gens qui se noient en mer, mais aussi le fait que les bois en Afrique étaient portés par la rivière jusqu'au lieu de traitement avant d'être embarqués sur les bateaux. Donc chaque peinture, j'appelle ça des peintures installées, c'était des peintures qui étaient associées avec un bois peint, et c'était des morceaux de bois que je trouve au bord de l'eau, ou des bouts de palmiers, enfin voilà. Et j'arrive à un moment important, qui est celui où j'ai commencé à travailler sur des bâches plastiques, c'est-à-dire des bâches plastiques de la bâche à bulles de piscine qui est censée
conserver la chaleur de l'eau aux grandes dames de la mer, mais on est dans des piscines que j'ai trouvées vraiment par des phénomènes de sérendipité, c'est-à-dire que la bâche, c'était des mètres et des mètres carrés de surface, et je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Donc j'ai procédé à de la découpe, et à partir de là, un jour où je n'avais plus de matériel, alors que c'était pendant l'hiver, et que je n'avais plus de matériel, j'ai utilisé la bâche pour peindre. Et à partir de là, je l'ai utilisé comme support d'appel vis-à-vis du public, et là je peux vous dire que ça intrigue vraiment, c'est des grands formats, hein. Ça fait 2,20 m par 1,80 m à peu près, 90, et j'ai peint les remous, ou bien les mouvements d'eau, les profondeurs quand je peux, évidemment, en utilisant soit des photos vues de haut, soit mes impressions quand je vais plonger. Je ne plonge pas très profond parce que je ne vais que jusqu'à 20 mètres, hein, ou 30, maxi, mais j'aime tellement ça que c'est une folie, quoi, même si j'ai peur. Et dans cette exposition-là, si je mets, si je mets ce texte, c'est parce que j'étais invitée dans un musée d'archéologie, et c'est un musée d'archéologie terrestre qui se trouve dans notre région, donc près de Perpignan, là où j'habite. Et là, je trouvais que notre archéologie à nous, actuellement, nous la créons dans l'eau, avec tous nos déchets, tout notre dépotoir, c'est notre archéologie. Donc j'ai créé ça, cette idée-là, en peignant sur plastique, en faisant référence au tracé préhistorique et donc à la peinture pariétale, et en créant des petites archéologies avec de la pâte à papier que je fabrique, avec des déchets là aussi. C'est une pâte à papier avec des choses qu'on jette, c'est-à-dire des emballages d'œufs, des journaux, des petits bouts de plastique aussi parfois, puisqu'il y a des emballages plastiques qui sont noirs ou verts, et donc qui rentrent dans la composition de cette pâte à papier, sur lesquels j'ai fait des incrustes d'os. Voilà, et après c'est des grandes bâches. Et puis ensuite des fabrications d'animaux qui sont faits avec des os, des plumes, enfin des animaux qui sont totalement hybrides, en récupérant les déchets avec lesquels je refabrique. Bon, il y a du chat, il y a du poisson, il y a de tout ce que vous voulez, hein, là-dedans. Il y a aussi des morceaux de porc, enfin. Et puis, pour faire bon là je l'ai appelé le dragon pour rigoler, mais en fait, c'est montrer que cette hybridation est une espèce de blessure faite à la nature, et donc ça me permet de fabriquer des délires sur lesquels on débat avec le public. Francesca, je vais te demander d'accélérer parce que... J'accélère, je suis à la fin. Je suis à la fin. Et donc c'est pour montrer cette lignée, et cette lignée, elle a abouti lorsqu'on a eu ce contact, donc grâce à Marie-Laure Desjardins, pour moi, qui m'a mise en contact avec Bernard et Cécile, et puis après toute l'équipe. Et quand on a parlé avec Almudena et avec Laurent Londex, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que là, j'ai trouvé, je vais vous dire seulement des mots, parce que je trouve ça magnifique, Patel. Eux, ils peuvent vous en parler. Et moi, à partir de là, je suis allée pêcher des choses c'est-à-dire juste des constellations planctoniques que je mets en apposition avec. Il y a l'hématilda, qui est une chose de par ici, il semblerait, où là, pour la première fois de ma vie, j'ai fait des choses en intelligence artificielle, parce que je pense que ça va être une ouverture pour moi d'utiliser l'IA pour des formes et des... Voilà. Et ensuite, grâce à Laurent, je découvre ce terme de radiolaire, et alors là, c'est extraordinaire pour moi, parce que ça me fiche en ébullition. Laurent, il a mis beaucoup de gens en ébullition avec le radiolaire, je peux dire, j'en entends parler partout. Hein. Oh là 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 là. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les structures de ces bestioles-là, alors ça, je l'ai fait en intelligence artificielle,
Mais c'est à exploiter, ce ne sera pas une image comme ça, je ne la laisse pas comme ça. Voilà les planches de radiolaire auxquelles il nous a donné accès, mais le mot, je l'ignorais. Et vous voyez, la structure centrale, là, elle a un écho, bon là je passe parce que c'est Jules Verne qui est au milieu, elle a un écho que je vous donnerai cet après-midi, c'est dommage, je l'ai supprimé du truc là, parce qu'à partir du radiolaire, j'ai fabriqué quelque chose que j'ai mis dans la piscine, à travers, enfin sur une bâche plastique, avec l'éclairage. Et donc, c'est le thème de cet après-midi, que j'appelle vitre eau, vitre trait d'union eau, mais qui est vitro, et qui est un vitrail aquatique, et qui fait partie des extensions qu'on fera plus tard. Voilà. Vous avez tout compris sur le répertoire précieux des formes. C'est exactement ça, c'est-à-dire faire rencontrer des scientifiques. Et là, moi, Laurent, je te le dis, hein, tu as révolutionné tout le monde hein, avec le radiolaire. J'en entends parler partout maintenant. Et les scientifiques et les artistes, là, se sont accaparés toutes tes planches. Remarque, moi j'ai vu ça, c'est fabuleux, hein, honnêtement, c'est extraordinaire. Et donc, on va rentrer pile poil dans ce qui va se passer cet après-midi, hein, dans le travail artistique et scientifique. Il faut préciser un truc, je suis sûre qu'il ne va pas me dire non. Ben, cet après-midi, il va nous le dire. Non, non, c'est que c'est de la silice et c'est donc comme du verre. Ouais. Cet après-midi, tu nous expliques tout ça. Donc ne manquez pas cet après-midi parce qu'il va y avoir plein de choses à découvrir. Vous allez voir le travail qu'ont entamé les scientifiques, les chercheurs et les artistes. Voilà, on va prendre encore quelques questions. S'il y en a qui ont des questions à poser, parce que c'est ça l'objectif aussi, c'est de vous faire participer, voilà, de poser des questions si vous en avez. Profitez, vous avez là devant vous des gens extraordinaires. Oui. Je voulais passer la parole une petite seconde à Laurent Londex, du coup, pour lui demander son point de vue dans ce projet. Parce que dans le projet, on a parlé d'ADE, du MICA, du côté de l'art et du côté des scientifiques. Comment ces quelques mois, tu les as vécus et ben, qu'est-ce que ça t'a apporté ou pas? Ce que tu nous as apporté, on commence à le voir fortement. Mais toi, de ton point de vue. Voilà. Donc ça a été dit. Mais mon métier est enseignant-chercheur. Donc il y a un volet enseignement, il y a un volet recherche. Concernant la recherche, je suis paléontologue, je travaille sur les fossiles, et les fossiles sont des outils pour répondre à des questions. À travers cette démarche, je vois énormément de formes, d'organismes plus ou moins récents, d'organismes parfois vieux, très vieux, ça se compte en milliers, millions d'années, parfois milliards d'années. Mais là, les formes sont des outils pour moi. C'est à moi à savoir les reconnaître, c'est à moi à connaître, savoir ce que je peux en faire, ce qu'elles peuvent me dire, leur écologie. Voilà, tout ça, c'est le travail de recherche. En tant qu'enseignant, je suis géologue, j'enseigne la géologie, donc j'enseigne les montagnes qui se forment, j'enseigne le niveau de la mer qui baisse, qui remonte, le climat qui change, pourquoi le climat change, etc. Et je suis enseignant parce que j'ai ce goût de transmettre aussi des choses. Et à travers ce projet m'offre l'opportunité d'utiliser toutes les formes que j'ai vues, que j'ai en tête, que je connais, de les utiliser à autre chose que des outils, à les utiliser pour faire passer des messages, pour donner des pistes à des artistes, pour le côté enseignant que j'ai, de faire connaître des choses que, effectivement, le commun des mortels n'a pas eu l'occasion de voir ou exceptionnellement. Et voilà, c'est dans cette démarche que lorsque j'ai entendu parler de ce projet, à la fois, sans fausse modestie, je me suis senti avoir la compétence concernant la paléobiodiversité, la connaissance et l'envie de faire partager ces formes que je vois au quotidien et qui sont souvent méconnues, notamment les radiolaires. Allez, vas-y. Alors, pardon, parce que j'avais aussi
oublié de mentionner que François Sarano a accepté d'être mon binôme, c'est-à-dire aussi une espèce de complémentation dans la recherche de ces choses-là. J'avais posé la même question à Laurent Londex et à lui, à savoir est-ce qu'il y a une continuité entre les radiolaires et le cachalot. La réponse scientifique terrible est venue très justement en me disant non, mais il y a toujours une possibilité de la part de Laurent. Et je voudrais vous lire la réponse que François Sarano m'a faite, parce qu'elle est juste une marche pour pouvoir créer la chaîne qui sera le travail suivant. Donc, merci de votre question, Dana. Bien sûr qu'il y a une continuité. Tous les êtres vivants, nous compris, sont liés entre eux à la fois par l'évolution. Nous avons tous la même origine très lointaine et nos constituants sont les mêmes. Et aujourd'hui, toutes les créatures sont liées par les interdépendances qui font l'écosystème dans lequel elles se trouvent. Très très schématiquement et avec une lecture top-down. Le radiolaire est mangé par un copépode, qui est mangé par une crevette krill, qui est mangé par un calamar, qui est mangé par le cachalot. Et le radiolaire modifie la composition, c'est-à-dire la composition de l'ultraplancton, puis de carbone et source d'oxygène dont dépend le cachalot. Alors avec ça, on a un programme de travail. Il a tout dit. Voilà, alors, première matinée, elle est terminée. Merci d'avoir participé. On se retrouve cet après-midi. Il y a plein de choses, vous allez voir, à découvrir. Oui, vous pouvez applaudir. Et surtout, le travail déjà qui a commencé entre les artistes et les scientifiques. Voilà, et puis... comme a dit tout à l'heure Cécile, c'est la première marche, c'est le premier step qu'on fait. Hein. C'est-à-dire que maintenant, on attend les scientifiques, on attend les artistes pour qu'ils se mettent ensemble, qu'ils travaillent ensemble, qu'ils échangent. Moi, je suis ravi, à titre perso, d'évoluer dans un monde qui n'est pas le mien. Et c'est vraiment quelque chose de fabuleux. J'invite tout le monde et surtout, moi, je suis content pour les élèves. Vous allez voir, demain, ils ont plein de choses à nous dire, à nous raconter et comment ils veulent travailler.